Donc bonjour à tous, bienvenue au cycle de conférences de la Fondation Fondamentale. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Renaud Jardry, qui est professeur de pédopsychiatrie au CHU de Lille et qui est aussi responsable de l'équipe INSERM à Lille, croyances et perceptions. Donc Renaud travaille depuis très longtemps sur l'imagerie des hallucinations, développe aussi des nouveaux outils thérapeutiques comme la stimulation magnétique transcrânienne ou le neurofeedback. Et donc, on est très content de l'accueillir aujourd'hui pour cette présentation de Fondamentale. Renaud, je te laisse partager ton écran. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je remercie bien sûr Charles et Marion Leboyer et toute l'équipe pour cette invitation. Je vais tout de suite vous partager mon écran. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des travaux que j'ai pu réaliser sur un certain nombre d'années maintenant concernant l'imagerie des hallucinations. Et peut-être pour démarrer Hop, voilà. Peut-être pour démarrer sur un élément important, peut-être redéfinir, redélimiter un petit peu le champ parce que l'hallucination, c'est un domaine à la fois clinique et de recherche extrêmement vaste. Rappeler que je vais surtout présenter des travaux issus de patients souffrant de schizophrénie avec des hallucinations acoustico-verbales réfractaires, mais que la définition à laquelle je vais m'attacher aujourd'hui, c'est celle d'événements mentaux qui sont involontaires, donc qui vont s'imposer au champ de conscience, qui sont perçus comme réels par le sujet. Donc il y a une dimension de conviction extrêmement forte qui place, bon, comme dans la tradition aliéniste, hein, l'hallucination comme un mécanisme délirant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement discuté aujourd'hui dans la littérature, puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup d'expériences hallucinatoires qui sont présentes dans des populations non cliniques, mais les travaux que je vais vous présenter portent sur des populations cliniques. Et puis surtout en l'absence de stimulation des organes périphériques, des organes sensoriels périphériques. Ça, c'est un autre élément extrêmement important de la définition que je voulais rappeler. Euh, on sait qu'il y a beaucoup d'hallucinations qui peuvent être liées à l'endormissement, au réveil ou à certaines phases de sommeil profond. Ici, je vais parler uniquement des expériences qui surviennent à l'état d'éveil. Ça, c'est aussi une délimitation du champ importante aujourd'hui. J'ai rappelé que ces expériences, elles sont présentes le long d'un continuum. C'est quand même important parce que finalement, un certain nombre de ces travaux ont ensuite été répliqués dans d'autres populations, alors principalement des populations cliniques. Je présenterai quelques travaux, par exemple, dans le Parkinson. Mais c'est important de rappeler que les mécanismes peuvent différer, bien entendu, en fonction de la population d'études. Et c'est un sujet extrêmement important et de préoccupation clinique pour nous tous, puisque dans à peu près un cas sur quatre, les patients qui présentent ces hallucinations vont résister, les symptômes vont persister malgré un traitement bien conduit, avec une posologie adaptée aux concentrations plasmatiques. Et donc, ça a été aussi l'objet d'innovations thérapeutiques, de voir comment ces travaux à l'origine plus fondamentaux pouvaient ensuite guider de nouvelles thérapies. Charles a évoqué bien sûr les techniques de neuromodulation guidées par l'image. Et j'évoquerai sur la fin de ma présentation également le champ du neurofeedback guidé par IRM fonctionnel. Alors pourquoi se concentrer sur les hallucinations plutôt que sur la schizophrénie? Bon, vous êtes tous bien conscients parce que convaincus de l'importance de la psychiatrie de précision, que finalement les classifications ont eu leur intérêt notamment pour réduire le manque de fiabilité intercotateur, mais que la plupart de ces classifications, malgré le souhait initial de pouvoir améliorer à la fois la fiabilité et la validité,
ont surtout amélioré la fiabilité. Et donc, aujourd'hui, la validité, elle repose principalement sur l'identification d'un mécanisme physiopathologique. Et aujourd'hui, on a des arguments assez forts sur la physiopathologie des phénomènes hallucinatoires qui sont beaucoup plus homogènes que finalement nos hypothèses physiopathologiques portant sur l'ensemble du spectre schizophrénique. Et donc, c'était une des stratégies, il y en a, bien sûr, c'est pas la seule, mais c'est une des stratégies que l'on a choisies pour essayer de développer de l'innovation thérapeutique en partant d'un symptôme. Bien sûr, il y a des techniques de stratification qui existent, il y a plein d'autres stratégies qui permettent de traiter le problème de l'hétérogénéité des troubles psychiatriques. C'en est un que j'ai choisi de traiter dans cette présentation. Alors, finalement, je vais aussi me focaliser sur ce qu'on appelle l'imagerie d'état, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter des travaux qui ont comparé des populations de patients avec et sans hallucination, mais une série de travaux qui a souhaité utiliser l'imagerie cérébrale et notamment l'imagerie fonctionnelle pour comprendre ce qui se passait au moment de l'épisode, puisqu'on parle de symptômes phasiques, de symptômes qui vont venir et repartir. Alors, bien sûr, certains patients peuvent décrire des hallucinations constantes. C'est quand même pas la majorité des patients. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est face à un symptôme phasique, on peut imaginer pouvoir le capturer, entre guillemets, par des techniques d'imagerie fonctionnelle. Et ça, c'est une méta-analyse qu'on a réalisée maintenant il y a de nombreuses années, mais qui regroupait les données un petit peu disparates à l'époque sur ce qu'on pouvait visualiser en termes de structure fonctionnelle impliquée dans un épisode acoustico-verbal. Et ce qui ressort finalement de ces travaux, c'est qu'on est face à des activations qui vont suivre la phénoménologie de l'expérience, c'est-à-dire que si la personne entend des voix, on va retrouver des hyperactivations dans les réseaux du langage. Si la personne voit des visages, on va retrouver des hyperactivations au niveau du gyrus fusiforme et de la face fusiform area. Et donc, finalement, on se retrouve avec des hyperactivations de réseaux sensoriels associatifs qui sont connus et qui suivent les voies naturelles de traitement de l'information au niveau cérébral à quelques précisions près, quelques éléments importants. Premièrement, à l'échelle individuelle, même si on peut retrouver chez certains patients des hyperactivations des cortex primaires, c'est pas quelque chose qu'on retrouve à l'échelle des groupes. Ça semble pas être une région indispensable à la survenue de l'épisode hallucinatoire. Là, vous pouvez voir, par exemple, sur ces images dans le cadran en haut à droite, des cartes fonctionnelles de groupe qui présentent des hallucinations visuelles. Chez des patients, chez des adolescents avec un premier épisode psychotique, vous pouvez voir que le pôle occipital, hein, où se trouve le cortex visuel primaire, V1, est exempt d'hyperactivation chez ces patients, alors même qu'on va retrouver le gyrus fusiforme, par exemple, de manière bilatérale. De la même manière, pour les hallucinations auditives, on ne retrouve pas de manière systématique chez tous les patients des hyperactivations du gyrus de Heschel, du cortex auditif primaire, hein, alors qu'on va retrouver des hyperactivations des cortex associatifs qui sont modalités dépendantes, hein, comme vous voyez, qui suivent la description que peut en faire le patient, mais qui semblent situées un peu plus haut dans la hiérarchie corticale. Et puis, on a aussi des aires qui sont dites amodales, comme par exemple le complexe hippocampique, là, que vous pouvez voir sur le cerveau tronqué du milieu dans les résultats de la méta-analyse de 2011. Hein, ce complexe hippocampique qui est impliqué dans, bien sûr une multitude de process, mais notamment dans l'accès à la mémoire à long terme. Et c'est intéressant parce qu'un certain nombre de modèles cognitifs qui avaient pu être proposés pour l'hallucination proposaient la possibilité de relier ces épisodes hallucinatoires à la réactivation aberrante de traces mnésiques. C'est une hypothèse qui, notamment, est revenue un petit peu sur le devant de la scène avec les liens qui ont pu être montrés dans un certain nombre de travaux entre expérience traumatique précoce et fréquence hallucinatoire, à la fois dans les troubles de personnalité borderline ou dans la schizophrénie. Donc, un certain nombre d'hypothèses hein, qui ont pu aussi être nourries par ces travaux de capture hallucinatoire. Donc ça, je vous renvoie, il y a un certain nombre de références qui sont mentionnées sur cette diapositive qui peuvent permettre de creuser un petit peu ces questions-là. Comment fait-on en pratique
pour visualiser ce qui se passe au moment où l'hallucination survient, puisque par définition, on n'est pas sur une tâche, sur une expérience qui est contrôlée expérimentalement. Très très peu de sujets, comme je vous l'ai dit, c'est une manifestation clinique involontaire qui s'impose au champ de conscience. Quelques patients arrivent à solliciter leur expérience, mais ils sont rares. Et donc, finalement, on doit s'appuyer sur la rapportabilité du phénomène, le fait que les sujets doivent, au moment où ils sont scannés, préciser le début et la fin de leur expérience hallucinatoire. En tout cas, c'est comme ça que les premiers auteurs ont procédé. Et vous pouvez voir ici dans cette IRM de simulation comment ils préparent les participants à ces expériences. Donc le patient doit appuyer sur un bouton ou presser une poire au moment du début de l'expérience hallucinatoire et la relâcher au moment où elle finit. Et les analyses qui sont réalisées par la suite sont des analyses somme toute classiques pour ceux qui travaillent en IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'application d'approches statistiques massivement univariées. Donc on va définir sur la base de l'appui bouton des périodes d'intérêt et on va les intégrer dans un modèle linéaire général. Le problème de cette approche, même si ces procédures expérimentales étaient tout à fait innovantes et ont permis de défricher un petit peu le champ de l'imagerie de capture hallucinatoire, le problème de cette méthode, c'est que, premièrement, elle place le sujet en situation de double tâche, c'est-à-dire que, alors même qu'il vit une expérience hallucinatoire qui s'accompagne d'une charge affective importante, le plus souvent négative, on lui demande d'appuyer et de relâcher un bouton, ce qui est quand même assez compliqué. Et puis, deuxième élément, c'est que ces méthodes sont très sensibles à la performance, c'est-à-dire que si le sujet oublie à un moment d'appuyer sur le bouton, eh bien, cet épisode va se retrouver dans ce qui est censé être du repos ou de la période non hallucinatoire, et ça peut totalement gréver le résultat de l'analyse. Donc finalement, des études qui avaient des échantillons limités parce que c'est difficile de réaliser cette double tâche, et puis également avec parfois des IRM non contributives, soit par manque de fréquence hallucinatoire, parce qu'il faut quand même halluciner 4, 5, 6 fois pendant une séance, et puis il faut pouvoir le rapporter correctement. Donc, ce sont des méthodes extrêmement intéressantes et originales pour aller capturer des événements mentaux qui ne sont pas observables. Pour autant, elles ont leurs limites. Et j'allais dire que le coup de grâce a été porté il y a quelques années par des collègues canadiens qui ont réanalysé un certain nombre d'études utilisant cette technique du boîtier réponse où ils se sont dit, bon voilà, il y a quand même une contamination très importante par l'activité motrice, et donc il faut qu'on arrive à séparer les deux et s'assurer qu'on n'est pas sur un réseau de préparation à la réponse, mais réellement sur un réseau associé aux expériences hallucinatoires. Et donc pour ça, ils sont partis d'une hypothèse très simple qu'ils ont testée sur deux échantillons internationaux, l'échantillon de Melbourne et l'échantillon d'Utrecht. Ils se sont dit, on fait de l'imagerie de capture événementielle, donc si un épisode hallucinatoire est court, on devrait avoir une réponse hémodynamique avec un plateau qui va être réduit par rapport à un épisode hallucinatoire long, où on devrait avoir un plateau en termes sur la réponse hémodynamique plus long. Et donc, ils ont séparé les épisodes hallucinatoires courts et les épisodes hallucinatoires longs, et ils ont comparé la réponse hémodynamique de ces deux types d'épisodes hallucinatoires. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver de différence, ce qui montre, enfin ici, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, ce qui tente à montrer que ce qui est mesuré ici n'est pas en tout cas un corrélat de l'hallucination, mais bien lié à la procédure de recueil. C'est probablement davantage lié à la préparation motrice et à la réponse motrice qu'à l'hallucination. Alors, vous pouvez me dire, peut-être que le topo va s'arrêter plus vite que prévu, mais heureusement, en fait, il y a un certain nombre d'alternatives qui ont été proposées. Parmi ces alternatives, il y en a certaines qui ont été proposées par des équipes britanniques qui proposaient d'interrompre l'enregistrement IRM de manière aléatoire pour ensuite interroger le patient sur ce qui s'était passé dans les secondes qui précédaient, mais on allait un petit peu à la pêche puisqu'il fallait tomber au bon moment et avoir un petit peu de chance sur ce qui se passait pour le sujet dans les secondes qui précèdent. Et puis, il y a la méthode que l'on a proposée il y a quelques années, qui est de pouvoir capturer l'hallucination sur la base d'un entretien post-IRMF immédiat.
Et pour ça, on s'est appuyé sur les développements des méthodes d'analyse telles que l'analyse en composantes indépendantes qui ont été appliquées aux données IRM fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est que l'analyse en composantes indépendantes? Bah, c'est une méthode statistique qui peut être utilisée pour faire de l'analyse sans a priori. C'est-à-dire que on va analyser le signal à l'aveugle et on va identifier des réseaux fonctionnels en maximisant l'indépendance statistique entre les différentes composantes qui sont issues de l'analyse. Donc là, par exemple, ici, vous voyez le type de réseau qu'on peut obtenir en utilisant ce type d'approche. Alors, certains réseaux vont plutôt être liés au repos, comme le réseau présenté en bleu, là, le réseau numéro un. D'autres réseaux peuvent être beaucoup plus proches de ce qu'on peut observer dans des procédures expérimentales où on va réaliser des tâches, comme par exemple des tâches verbales. Vous voyez qu'ici, il y a une superposition assez nette avec le réseau du langage. Ça, c'est une composante qui va nous intéresser si le patient rapporte des hallucinations acoustico-verbales. Donc, on réalise cette analyse un petit peu en aveugle et ensuite, on va confronter cette analyse à la description qu'en fait le patient. Par exemple, un patient qui nous dirait bah, j'ai eu 3 épisodes hallucinatoires plutôt à la fin de l'enregistrement, et ça, c'est quelque chose qu'on va recueillir avec une méthode d'entretien structuré, avec des petites frises temporelles où le patient peut nous dire combien d'épisodes, plutôt à quel moment, etc. Et que ça correspond finalement à une des composantes, à la fois spatialement, mais aussi temporellement, avec des plateaux qu'on va retrouver plutôt à la fin, par exemple, hein, dans l'exemple que je vous donnais eh bien, on va sélectionner cette composante comme ayant potentiellement capturé l'épisode hallucinatoire. Donc, on est sur une méthode indirecte, hein. On ne demande pas au sujet de rapporter en temps réel, mais on demande au sujet de rapporter quelques minutes après, quelques secondes, quelques minutes après la réalisation de cette séquence fonctionnelle. Ça nous permet ensuite de redécouper le signal hein, sur la base du décours hémodynamique de la composante en période on et période off pour les hallucinations. Donc c'est une méthode qu'on a développée et qu'on a ensuite validée, confrontée à la méthode boîtier-réponse, mais confrontée aussi à d'autres paramètres, comme par exemple le fait que l'hallucination, comme je vous l'ai dit, est un phénomène qui s'impose au champ de conscience. On s'attend à avoir, en termes dynamiques, par exemple, une anticorrélation avec les réseaux de repos, qui est quelque chose qu'on observe également dans ce type de données. Et ça nous a permis d'appliquer ces méthodes de capture à des populations qui n'auraient pas pu réaliser, pas pu utiliser la méthode du boîtier-réponse parce que finalement, comme je vous l'ai dit, cette situation de double tâche était assez compliquée à mettre en œuvre pour les populations spéciales, par exemple des patients âgés ou des patients qui présentaient d'autres pathologies. Là, en l'occurrence ici, des patients souffrant de maladie de Parkinson en début de maladie avec des hallucinations visuelles, eh bien, vous pouvez voir que, alors qu'il y a quasiment il y a une étude avec 2 patients qui utilisent le boîtier réponse, et là, vous voyez, dans cette étude ici, on a pu rapporter des résultats chez une dizaine de patients présentant une maladie de Parkinson avec hallucinations visuelles survenant en début de maladie, donc qui ne sont pas liés en fait au traitement par L-Dopa. Vous voyez des hyperactivations ici qu'on observe encore une fois dans le gyrus fusiforme, hein, principalement, et qui suivent la phénoménologie de l'expérience. Vous voyez le cas du sujet 1 qui est présenté dans le cadran en haut à droite, qui rapporte des visages. Ces activations se superposent bien en fait aux cartes moyennées de perception des visages qu'on peut retrouver sur des banques de données en ligne comme Neurovolt. Et pour le patient numéro 3, par exemple, présenté en bas à titre illustratif, ça c'est un patient qui rapportait plutôt voir des animaux, des objets mobiles et des animaux. Et vous voyez qu'on va plutôt retrouver une superposition avec les cartes fonctionnelles correspondant aux activations lors de la perception de petits animaux. Donc ce sont des activations qui sont conformes à la description du patient qui nous ont aussi conforté dans l'idée que la méthode pouvait être utilisée en population clinique. Alors pour autant, ces stratégies, elles sont extrêmement chronophages parce que vous voyez qu'il y a un entretien post-IRMF, il faut confronter les résultats obtenus par l'analyse en aveugle
avec ces entretiens pour ensuite aller sélectionner des composantes d'intérêt. Donc c'est à chaque fois plusieurs heures de travail. Donc on est loin d'une application qui va pouvoir être transférée à la clinique facilement. Et donc le souci a alors été, et là on était en 2017-2018, a été d'aller vers un petit peu plus d'automatisation. Et c'était le début de l'explosion de l'utilisation des algorithmes d'apprentissage statistique en imagerie, avec de plus en plus d'algorithmes de machine learning qui étaient utilisés. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire en se disant que même si, il y avait une variabilité phénoménologique, il y avait probablement des invariants statistiques et probablement des patterns qu'on pouvait retrouver chez tous les patients. Et on pouvait certainement entraîner des algorithmes à reconnaître ces patterns. Et un de ces patterns, par exemple, c'est l'anticorrélation avec les réseaux de repos, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul. Et en entraînant sur des milliers d'événements, puisque au fil des années, on a pu collecter des données chez de nombreux patients, chaque patient ayant entre, je vous l'ai dit, 3, 4, jusqu'à 10 épisodes par session, on a pu entraîner des algorithmes, et je vais vous présenter le détail de la procédure un petit peu plus tard, pour atteindre des niveaux de performance qui sont tout à fait satisfaisants pour une application clinique. Là, vous voyez ici, par exemple, les performances de cet algorithme par rapport au hasard, qui est la ligne avec l'intervalle de confiance plus foncé. Vous voyez une performance autour de 92% et une très bonne sensibilité temporelle, hein. Vous voyez qu'on détecte l'intrusion du phénomène hallucinatoire dans le champ de conscience et puis son extinction de manière extrêmement précise à un volume près en acquisition fonctionnelle. Alors, ça ouvre la voie à des applications temps réel, même si, bien entendu, je dis temps réel, mais on sait qu'il y a le délai hémodynamique hein, de 6 à 8 secondes dont il faut tenir compte. Mais ça veut dire qu'on touche du doigt ici des approches qui peuvent avoir une application temps réel thérapeutique. Et ça ouvre la voie à tout le neurofeedback guidé par IRMF dans le traitement des hallucinations dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que les patterns qui ont été identifiés par ces approches en machine learning finalement sont pertinents? Eh bien, on a plusieurs arguments pour ça. Premièrement, ce sont des régions qui vont se superposer aux données méta-analytiques mises à jour là lors de la publication de ce papier en 2022, avec l'implication notamment de la région de Broca élargie. Donc, je dis Broca élargie parce qu'il y a le gyrus fusiforme inférieur, bien entendu, principalement à gauche, mais dans une présentation ici, vous voyez, quand même très bilatéralisée, et qui s'étend aussi à l'insula antérieure. Donc c'est du Broca élargi. Mais alors bien sûr, on se superpose macro-anatomiquement à cette région, mais vous voyez que l'intérêt de l'apprentissage machine, c'est que il permet aussi d'avoir accès à une microstructure, hein, cette association de voxels qui ont des poids différents, certains qui prédisent la présence de l'hallucination, d'autres qui prédisent le contraire, qui sont contigus. Et ce motif, avec des poids positifs et des poids négatifs présents dans la même région cérébrale, est très important. Et ça, on a pu le tester en réalisant des analyses complémentaires. Par exemple, si on permute ces poids, si on inverse les voxels qui contribuent et ceux qui ne contribuent pas à la détection de l'hallucination, eh bien, on peut drastiquement supprimer les performances de l'algorithme, hein. Vous voyez ici deux exemples, puisqu'on avait deux grandes régions qui étaient impliquées, le gyrus frontal inférieur et le cortex singulaire antérieur dorsal. Vous voyez en rose ce qui se passe si on permute les voxels de l'ACC et en bleu ce qui se passe si on permute les voxels de l'aire de Broca. Vous voyez que l'aire de Broca est absolument indispensable dans la détection de ces épisodes hallucinatoires. C'est-à-dire qu'on retombe au niveau du hasard si on permute les poids présents dans ce motif frontal. Donc ça, c'est aussi un élément très important, c'est-à-dire qu'on a bien sûr besoin de se situer dans une région cible qui fait sens sur le plan neurocognitif, mais on a besoin aussi d'avoir une granularité suffisamment importante pour pouvoir détecter cette hallucination. Autre élément important, c'est qu'on a vu que finalement la détection, l'action et l'activité motrice pouvaient perturber
et fausser, entre guillemets, la détection des épisodes hallucinatoires. Et donc, on a optimisé nos algorithmes en les entraînant à négliger un certain nombre d'activités concurrentes. C'est le cas, par exemple, des activités motrices, de l'activité motrice manuelle, parce que on se doute que certaines équipes vont vouloir utiliser notre algorithme alors même qu'ils demandent aux patients de presser sur un bouton. Donc, on ne voulait pas que cette activité motrice vienne contaminer la façon dont l'algorithme se comporte. Et puis aussi des activités mentales concurrentes, parce que on est sur des régions qui sont aussi hyperactivées lorsqu'on fait de l'imagerie mentale, de l'imagerie verbale. Et donc, on a appris spécifiquement sur des données indépendantes à cet algorithme à négliger cette activité d'imagerie verbale. Alors, vous voyez que on arrive effectivement à améliorer l'algorithme. On ne peut pas complètement supprimer les faux positifs, hein. On reste autour de 20 à 25% de faux positifs, mais je pense qu'on est là, on atteint là ici les limites de ce qu'on peut réaliser en apprentissage automatique sur des données IRM, en tout cas des données IRM à 3 Tesla. Et puis le dernier élément, et c'est une critique importante qui a été faite aux travaux d'utilisation de l'apprentissage statistique en IRM, c'est le problème de la réplicabilité des résultats, parce que finalement, il pouvait y avoir du surapprentissage sur des échantillons tests qui ensuite se généralisaient mal quand d'autres équipes essayaient de le réutiliser. Et donc, pour essayer de répondre un petit peu à cette critique, on a réalisé une réplication sur un échantillon indépendant, donc pas les mêmes sujets, scannés sur des machines différentes, et surtout on a répété 2 fois la procédure complète, c'est-à-dire d'entraînement et de test. On a entraîné d'abord sur le premier échantillon pour aller tester sur le deuxième et réciproquement, ce qu'on appelle la méthode du logbox, où finalement on n'optimise pas, on n'entraîne pas et on n'optimise pas sur le dataset de test. Et vous voyez qu'on retrouve ici les mêmes régions et des performances qui sont très proches, avec des motifs qui sont également similaires. Donc une réplicabilité ici qui semble robuste pour un phénomène qui, jusqu'à il y a quelques années, semblait très très difficile à appréhender par imagerie fonctionnelle. Alors pourquoi est-ce que ce résultat finalement est très important? Je vous l'ai dit parce que en automatisant la procédure, eh ben, ça ouvre la voie à une utilisation clinique, à ce qu'on appelle du transfert technologique vers la clinique. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Alors, avant de vous parler du fMRI-based neurofeedback, je vais vous parler peut-être un petit peu des travaux qui ont précédé, c'est-à-dire la façon dont on s'est servi de ces techniques de capture aussi pour neuroguider des traitements par TMS. Vous savez tous, j'imagine, ce qu'est la TMS. Je vous rappelle simplement que on peut aller moduler l'excitabilité corticale en appliquant des champs magnétiques qui traversent très bien les tissus mous, le scalp, l'os, et qui vont se repolariser, entre guillemets, en arrivant au contact d'un tissu électrique. Et que selon la fréquence d'application, eh bien, on peut, en l'appliquant de manière répétée, là vous avez ce papier de Boyer en 2022 chez l'animal qui vous montre que si j'applique de la TMS à basse fréquence de manière répétée, je vais pouvoir diminuer l'excitabilité corticale, c'est-à-dire diminuer le taux de décharge et diminuer le potentiel de membrane des neurones. Et c'est l'hypothèse donc qui est avancée sur l'utilisation de la TMS basse fréquence. Et dans les travaux Princeps, hein, notamment ceux de Ralph Hoffman, donc l'idée c'était de mettre au repos le réseau du langage en ayant une cible identifiable au scalp en moyenne, en regard de la région de Wernicke, qui était la région T3-P3. Je vous remontre un petit peu comment cette région T3-P3 est repérée à partir du système 10-20 qui peut être représenté sur un bonnet de bain sur la tête du patient, ce qu'on appelle le cap targeting. Vous voyez que c'est très peu précis, ça ne tient pas du tout compte de la variabilité anatomo-fonctionnelle du sujet, mais c'est comme ça que les choses ont commencé. Et bien sûr, les premières études ont montré des résultats, et puis comme souvent, les études qui ont suivi ont montré des effets beaucoup plus faibles. Et les méta-analyses, et globalement on reste autour de 0,4, montrent un effet qui est donc significatif, qui est positif de la TMS sur ces régions, mais qui est faible. Et donc, il y a vraiment un besoin de pouvoir améliorer ces approches par stimulation magnétique transcrânienne. On peut appréhender cette question de différentes manières. On peut jouer sur les paramètres de stimulation, stimuler plus, à plus haute fréquence,
avec des protocoles un petit peu différents, entraîner certains rythmes fréquentiels. Mais la stratégie que nous, on a choisie pour optimiser, c'est une meilleure définition des cibles. Hein, parce que cette cible, elle est liée à la physiopathologie. Et donc, si on stimule pas le bon réseau, eh bien forcément, on n'aura pas les effets escomptés. Et surtout, ça ouvre aussi la voie à la stimulation sur des hallucinations plus complexes. Hein, vous savez qu'il y a un intérêt grandissant aussi pour les expériences hallucinatoires complexes qui vont impliquer d'autres modalités. Là, je vous montre deux exemples c'est des case reports, hein, parce que c'est des patients qui sont plutôt rares, en 2008 et en 2012, de patients qui présentaient des hallucinations non pas acoustico-verbales, mais qui étaient ici somesthésiques. Et vous voyez que les cibles finalement reportées ici sur l'homonculus de Penfield reflètent les zones de description de la présence d'hallucinations et sont des cibles parfaitement accessibles en TMS, hein, pour lesquelles on n'aurait pas eu d'hypothèse a priori si on avait voulu faire un repérage simplement au scalp. Et dans le cas de l'hallucination acoustico-verbale, vous voyez que les cibles, elles varient grandement d'un sujet à l'autre. Vous pouvez avoir ne serait-ce que des changements d'hémisphère, hein, même si vous restez dans le réseau du langage, qui peuvent avoir un effet important sur la réponse. Donc, c'est ce qu'on a finalement testé ici dans un essai contrôlé randomisé qui s'est terminé il y a quelques années, enfin, il y a une année pour être plus précis, qui était l'essai multimodal. Dans lequel c'est un essai de supériorité, dans lequel on a voulu démontrer que la neuronavigation sur des cibles fonctionnelles individuelles permettait d'améliorer la réponse au traitement par TMS par rapport à la cible classique T3P3 qui a été évaluée dans plusieurs méta-analyses. Et donc, on n'avait pas de bras placebo puisque on se comparait à une méthode de référence qui avait déjà été évaluée par le passé. Et vous voyez qu'on peut effectivement améliorer cette réponse. On avait un objectif principal qui était d'améliorer la réponse à un mois. Alors, vous voyez qu'on améliore cette réponse à un mois. Alors, bien sûr, les patients gagnent 6 points d'AHRS. C'est pas la panacée, mais en tout cas, on était bien supérieur au traitement T3P3 et surtout, c'est un effet qui se prolongeait dans le temps. Donc vous voyez ici que on peut utiliser la neuronavigation pour optimiser des techniques thérapeutiques comme la RTMS déjà existantes. Et puis on peut développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et c'est le deuxième exemple, la deuxième illustration que je voulais vous proposer aujourd'hui, qui est le neurofeedback. Alors le neurofeedback, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est au lieu d'utiliser un stimulateur externe qui va venir moduler un réseau fonctionnel, eh bien, on va demander au sujet de moduler par lui-même, en utilisant des stratégies cognitives, un réseau cible. Et on va l'entraîner à moduler ce réseau cible dans l'IRM. Alors les premières études, elles ont porté sur des régions entières, par exemple aller moduler le gyrus temporal supérieur dans les hallucinations. Un des pionniers dans ce domaine-là, ça a été Paul Allen au King's College London, qui a montré des effets positifs de la modulation du gyrus temporal supérieur dans les hallucinations. D'autres équipes, notamment l'équipe d'Aaron, a proposé de pouvoir jouer non pas sur l'activation d'une région, mais la force de connectivité entre deux régions. Donc là, par exemple, ils entraînaient les sujets à moduler la force de connectivité entre le broca et le verniquet, qui fait sens hein, par rapport à toutes les hypothèses sur les défauts de copie-déférence dans la schizophrénie, notamment dans la dimension positive. Nous, la stratégie qu'on veut défendre ici, c'est une stratégie qui est beaucoup plus informationnelle, c'est-à-dire qu'on se base sur l'état hallucinatoire, la présence ou pas de l'hallucination, et on va se baser donc sur ces fameuses cartes de poids qu'on peut détecter en temps réel dans l'IRM pour entraîner les sujets à véritablement s'éloigner au maximum de l'état hallucinatoire. Donc là, on sait que ce sont des régions qui sont très multimodales. Baisser l'activité ou modifier la connectivité de régions très multimodales, bah, ça peut avoir des effets indésirables. On sait aussi que c'est beaucoup moins efficace quand ces réseaux ne sont pas sollicités par la bonne fonction. Et donc, ça peut avoir du sens de s'intéresser à cette troisième approche qui utilise donc le multivoxel pattern analysis, qui est donc une méthode d'apprentissage automatique applicable en IRM fonctionnel. Donc voilà un petit peu comment ce type de méthode fonctionne. Hein. Le sujet est installé dans l'IRM. On peut décoder en temps réel ce qui se passe dans des régions cibles, donc par exemple une partie du réseau du langage, et on va renvoyer en feedback la distance entre l'état actuel
et le fameux état cible. Donc, par exemple, la distance qu'il peut y avoir entre l'état hallucinatoire et l'état actuel du patient. Et ce feedback, il est projeté, par exemple, sur un petit écran en regard du patient. Et en temps réel, ce patient va pouvoir mettre en place des stratégies qui lui permettent justement d'améliorer sa performance, de s'éloigner de plus en plus, par exemple, d'un état jugé pathologique, avec pour objectif non pas de réaliser toute la thérapie dans l'IRM, mais plutôt de sélectionner des stratégies cognitives efficaces qui pourront ensuite être réutilisées en dehors de l'imagerie, en dehors de l'IRM, bien entendu. Alors, quelle stratégie on propose d'utiliser, nous, dans le projet qui va être mis en place dans le cadre du PEPR Propsy? Eh bien, deux grands types de stratégies. Des stratégies de concurrence ou des stratégies de détournement attentionnel. Les stratégies de concurrence, c'est par exemple l'utilisation de la subvocalisation. Il y a un certain nombre de papiers qui montrent que quand les sujets subvocalisent, voire même quand les sujets ouvrent simplement la bouche, ça peut interrompre l'épisode hallucinatoire. C'est décrit par un certain nombre de patients et par un certain nombre de papiers cliniques ou phénoménologiques. C'est très peu étudié de manière assez surprenante. Et c'est quelque chose qu'on a pu nous constater aussi sur nos consultations. C'est une stratégie de coping qui peut être mise en place par un certain nombre de patients. Et donc, ce qu'on propose de faire, c'est d'entraîner les patients justement à cette stratégie de compétition aux ressources neurales pour le langage. C'est-à-dire qu'en subvocalisant, les sujets vont solliciter leur réseau du langage pour une autre fonction que l'hallucination. Donc, les entraîner à utiliser cette stratégie pour les éloigner au maximum de l'état hallucinatoire fait sens. Mais on peut imaginer que d'autres patients vont être finalement plus répondeurs à des stratégies qui proposent ou qui les aident à faire du détournement attentionnel, comme par exemple la mise en place de stratégies de méditation, où là, cette fois, c'est solliciter un autre réseau concurrent, pas sur les mêmes régions, hein, mais véritablement un réseau différent avec ces hypothèses de bascule entre réseaux fonctionnels. Donc, deux stratégies à tester ici, avec un effet attendu sur les hallucinations qui sera individualisé pour l'une comme pour l'autre. Et on a actuellement une étude pilote qui est en cours, qui est réalisée par Valeria Finelli, que vous voyez à l'écran, qui est doctorante dans l'équipe, où les sujets vont du coup s'éloigner d'un état, alors là qui n'est pas l'état hallucinatoire, puisque c'est une étude pilote réalisée chez le volontaire sain. Donc on utilise des décodeurs qui ont été développés pour détecter le langage intérieur et on entraîne ces sujets à s'éloigner au maximum de ce réseau de l'inner speech en utilisant l'une ou l'autre des stratégies, hein, vous voyez, subvocalisation ou méditation. Ils ont leur performance qui leur est renvoyée en temps réel pour leur permettre de s'améliorer d'essai en essai. On réalise comme ça plusieurs runs, hein, c'est 3 séances d'IRM avec 4 à 5 runs de chaque stratégie à chaque fois qui permettent ainsi au sujet de s'améliorer. Donc c'est une étude qui va se terminer cet été avec ensuite l'essai thérapeutique, l'essai Unreal, qui est un des projets fléchés du PEPR Propsy, qui pourra démarrer et qui sera réalisé conjointement avec les collègues de Créteil, de Neurospin et de Sainte-Anne, en plus de Lille. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bien sûr, je remercie l'ensemble des collaborateurs qui participent à ces projets, dont certains sont présents aujourd'hui et sont connectés. Et je serai très heureux de pouvoir répondre à des questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, j'avais pas de questions précisément, mais bon, je connais bien Renaud et ses travaux. Bonjour Renaud. Merci Allez, aussi David. pour la qualité de cette présentation. Je me posais la question, effectivement, dans une stratégie de prise en charge personnalisée, comment dans votre projet vous allez individualiser les régions? Et on a beaucoup de... Alors, je ne sais pas s'il y a de la littérature de ton côté, tu vois ça au travers la question des hallucinations, sur le rôle du cervelet aussi. Donc, je me posais cette question de... On sait qu'il est richement connecté sur le plan fonctionnel avec d'autres régions, notamment les régions frontales. Et je me posais la question de l'intérêt du cervelet, notamment de la stimulation de cette région. Merci David. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ta question. Premièrement, sur la personnalisation. Bon, la personnalisation, vous l'avez vu dans le cas de la TMS, c'est un changement complet de cible.
qu'on va stimuler une zone de quelques centimètres carrés. Pour le neurofeedback, la personnalisation, ça va plus être le fait que les sujets qui vont rentrer dans le protocole neurofeedback auront une première séance de capture et de réalisation des tâches. Et donc, on va optimiser nos algorithmes de classification pour ce sujet. Ce qui fait que l'idée, c'est de pouvoir ensuite, quand on leur demande de réaliser les différentes stratégies cognitives lors des runs de neurofeedback, de s'assurer que du coup le décodeur est à même de, par exemple, les éloigner au maximum de l'état hallucinatoire qui leur correspond. Donc ça, c'est une première façon de personnaliser la prise en charge dans ce cas précis. Alors, sur le cas du cervelet, c'est un exemple très intéressant. C'est vrai que pendant de nombreuses années, on a négligé le cervelet, les stratégies même de normalisation du cerveau, passer par une étape où on allait retirer le cervelet, etc. Donc, c'est quelque chose qui a été beaucoup négligé dans les études en imagerie, alors même qu'un certain nombre d'hypothèses, alors je parlais du cas de la copie déférence, mais tous les modèles, par exemple, qui ont ensuite beaucoup inspiré les modèles bayésiens, notamment avec la théorie de l'erreur de monitoring, s'appuient sur le cervelet, enfin implique le cervelet d'un point de vue théorique. J'ai pas connaissance de travaux qui auraient essayé de valider cette théorie en imagerie fonctionnelle. Je pense que l'arrivée des atlas, là, assez récemment, des atlas du cervelet, devrait nous permettre de répondre à ces questions. Je sais aussi qu'il y a un certain nombre d'équipes qui s'intéressent à la stimulation magnétique transcrânienne de cibles cérébelleuses. Donc ça, c'est aussi une piste intéressante. Nous, c'est vrai que dans le cadre du neurofeedback, à partir du moment où on a des performances de détection suffisamment importantes, on a vu par exemple que dans le réseau qu'on avait pu mettre en évidence, qui impliquait à la fois l'ACC et le BROCA, la permutation des cartes de poids sur l'ACC ne changeait pas grand-chose, alors que la permutation de la carte de poids du BROCA, par contre, était fondamentale. On a l'impression que toute l'information pouvait être finalement traitée simplement dans l'aire de BROCA. On n'a pas l'impression qu'on puisse gagner tellement plus en ajoutant d'autres régions. Et donc, je dirais que dans le cas du neurofeedback plus particulier, je ne pense pas qu'on gagnerait beaucoup à intégrer le cervelet dans le modèle. Par contre, dans le cas des stratégies de stimulation magnétique transcrânienne, ça pourrait avoir véritablement son intérêt. Et je pense qu'il y a des équipes qui travaillent là-dessus activement. Ok, oui, effectivement. Merci beaucoup, Renaud. Et peut-être juste, si je peux me permettre, juste, tu évoquais le cervelet dans des questions de paradigme sur le reality monitoring, c'est ça? Excuse-moi, tu peux juste répéter Oui, ta question? tu évoquais la région du cervelet comme impliquée dans des études conceptuelles sur le reality monitoring. C'est bien ça? Pas sur le reality monitoring, sur le predictive coding. Donc, en fait, il y a un certain nombre de modèles de predictive coding qui impliquent le cervelet, en sachant que ce sont des études, enfin, dans tous ces modèles, initialement, c'est des modèles qui impliquaient l'action. Donc, dans des modèles qui considèrent que le langage est une action motrice, Mhm. c'est parfaitement compatible. Voilà, donc on pourrait imaginer un rôle prépondérant, notamment pour les hallucinations qui impliquent une participation motrice plus forte. D'accord. Donc ça fait sens. Ça fait sens. Nous, c'est vrai que pour l'instant, dans ces travaux, on a pu se passer du cervelet. Il faut savoir qu'on ne cherche pas forcément à avoir le réseau complet. Quand on a développé les méthodes d'ICA qui nous permettaient de se passer de la réponse motrice, par exemple, on a limité l'analyse aux zones du cortex, alors qu'on sait très bien qu'il y a des boucles cortico-sous-corticales qui sont impliquées dans l'émergence des hallucinations qui implique le striatum, les noyaux thalamiques. Mais on s'est dit, bon, peu importe, même si on n'a pas ces régions, de toute façon, on ne pourra pas les cibler en TMS, donc elles nous intéressent moins. On s'est focalisé uniquement sur le cortex. Donc, je pense que, encore une fois, ça invalide pas les résultats, mais sur le plan physiopathologique, ça a du sens de pouvoir intégrer ces structures, bien entendu. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on a une question de Bruno à Wizards. Merci beaucoup, Charles. Superbes travaux, Renaud, c'est magnifique. J'avais deux toutes petites questions. La première, c'est effectivement, tu as parlé d'antécorrélation avec le réseau du mode par défaut.
En même temps, on voit une activation cingulaire antérieure dorsale et insula antérieure. C'est le réseau de saillance, globalement. En d'autres termes, l'hallucination, bah, c'est un événement saillant. Comment justement se fait cette articulation entre le réseau de saillance et les territoires antérieurs, voire même postérieurs du réseau du mode par défaut? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, je suis désolé, hein, je suis assez naïf justement par rapport à ce type de patient, mais la question c'était, tu sais, par exemple, dans le trouble panique, les patients peuvent présenter une anxiété anticipatoire par rapport à la survenue d'une attaque de panique. Est-ce qu'il en est de même justement chez ces patients? C'est-à-dire qu'en fait, entre deux hallucinations, ben, globalement, ils peuvent aussi être très anxieux, et notamment par rapport à la survenue d'un nouveau phénomène hallucinatoire. Oui, absolument. Non, c'est deux questions très intéressantes. Alors, la première question, en fait, on a réalisé il y a quelques années une étude, c'était une étude qui avait été menée par Stéphanie Lefebvre, qui maintenant est en Suisse, qui avait utilisé des techniques de connectivité effective pour étudier la dynamique des différents réseaux de repos au moment de la survenue de l'hallucination. Et ce qu'on avait montré, c'est qu'effectivement, il y avait une bascule du réseau de repos vers le réseau de science qui était drivé par l'hippocampe, par le complexe hippocampique, qui visiblement est donc une structure qui est surtout impliquée dans l'émergence de l'hallucination. Et à l'inverse, l'extinction, c'était une reprise de contrôle du Central Executive Network sur le réseau de science. Donc l'extinction semblait être finalement quelque chose de beaucoup plus cognitif. Ça pourrait être d'ailleurs une piste intéressante aussi dans des perspectives de neurofeedback, hein, Ouais, d'aller exactement, c'est pour ça. essayer d'éteindre plus rapidement l'hallucination. Ça, c'est une autre piste intéressante qui pourrait Comme un être contrôle utilisée. cognitif de l'hallucination, quoi. Exactement. Entraîner les sujets à avoir un contrôle cognitif sur leur hallucination. Donc ça, c'est un papier de 2016 hein, maintenant, donc c'est pas tout récent qui avait retrouvé ça. Et par rapport à ton deuxième commentaire, oui, alors ça s'adresse quand même à des patients un petit peu particuliers. J'ai insisté beaucoup sur la fréquence hallucinatoire. C'est des patients qui hallucinent beaucoup. Et c'est D'accord. souvent des patients assez chroniques qui connaissent bien leurs symptômes OK. qui du coup vont réussir à bien tolérer l'examen IRM, qui vont réussir à réaliser des tâches alors même qu'ils ont des symptômes. Donc c'est vrai que je disais qu'on a essayé de limiter au maximum l'effet de double tâche dans la capture. Dans le neurofeedback, ça va être tout un enjeu. On n'est pas obligé de choisir des patients aussi hallucinés que pour la capture dans le neurofeedback, puisque finalement, il n'y a pas besoin qu'ils hallucinent pendant l'application du neurofeedback. Donc on va peut-être changer un tout petit peu de population d'études. Mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir bien sélectionner la population à étudier. On s'adresse quand même à des patients qui connaissent bien leurs symptômes, hein, qui ont 10 ou 15 ans d'hallucination derrière eux. Enfin, pour ceux qu'on a inclus dans nos protocoles, sauf bien sûr pour les patients les plus jeunes, on a quelques ados, vous avez vu, qui ont été aussi inclus là dans des protocoles. Mais souvent, ils connaissent quand même suffisamment bien leurs symptômes pour pas être complètement envahis. C'est vrai qu'il peut y avoir une décharge affective à ce moment-là qui peut complexifier un petit peu les choses. C'est généralement pas le cas. On les prépare bien. Alors maintenant, tous nos patients sont aussi préparés en réalité virtuelle avant pour essayer de limiter au maximum l'effet de majoration, de claustrophobie, de setting en IRM. Donc ils Avec sont quand même IRM. préparés très en amont. Par contre, on essaye au maximum de ne pas les sédater ou de pas trop les anxioliser en plus de leur traitement de base Ouais. parce qu'on veut qu'ils puissent correctement rapporter leurs symptômes. Merci beaucoup en tout cas. Merci Renaud. Merci beaucoup. Et je crois qu'on a une question de Mathieu Urbach aussi. Et merci, merci pour l'exposé, c'était vraiment, vraiment passionnant. Alors après, ça reste un peu loin moi de mon domaine de compétences, donc ma question va peut-être être un peu à côté de la plaque, hein, je suis désolé, et ça fait peut-être justement écho à ce qui vient d'être dit. Euh, quand je vois ces techniques là justement de gestion des hallucinations, je me demandais si cet abord de l'imagerie permet déjà de voir si c'est un mécanisme qui est en fait toujours le même, c'est-à-dire d'éloignement, que ce soit l'éloignement là par l'ouverture de la bouche, par la méditation ou par, je sais pas, éventuellement une autre technique que les personnes peuvent mettre en évidence. Est-ce que finalement le mécanisme sous-tendu est toujours le même ou pas? Parce que moi-même je suis enseignant de méditation, mais je suis pas trop pour
cette espèce de théorie qui voudrait que la méditation soit un truc vraiment très exceptionnel, très original, sans parler du fait que je pense que dans le cadre de pathologies psychotiques, en fin de compte, les gens l'utilisent d'une façon qui n'est pas de la méditation à proprement parler, qui est plus en effet, peut-être en effet une espèce de mise à distance sur autre chose, hein, que ce soit leur souffle, que ce soit une espèce de relaxation laïque ou je ne sais quoi. Et le corollaire de ça, c'est est-ce qu'il arrive en effet que bah, les participants eux-mêmes mettent en évidence des techniques, grâce à cette approche, des techniques qui leur sont vraiment proches et propres et qui soient vraiment originales. C'est vraiment une question très importante. Je pense que, alors oui, tout à fait, hein, on est au stade de preuve de concept. Pour revenir sur la procédure, par exemple, que nous, on utilise quand je dis méditation, en fait, c'est du body scanning qu'on fait dans l'IRM, parce on est aussi limité en temps sur des blocs qui sont entraînés avant, et ensuite, il y a des séances de body scanning dans l'IRM. Donc, effectivement, c'est assez limité, hein, dans ce qu'on peut mettre en place, dans ce qu'on peut faire dans l'IRM. Tout à fait. L'objectif qu'on a, nous, c'est de, un, montrer que ça marche, et deux, de voir si ça peut permettre de sélectionner les stratégies de coping que les patients pourraient mettre en place, et notamment parce que dans une autre étude pilote qu'on a réalisée juste avant, on s'est rendu compte, alors où on avait exploré, là pour le coup, la stratégie de subvocalisation, donc je vais me focaliser là-dessus. Dans la stratégie de subvocalisation, en fait, selon ce qu'on va faire subvocaliser aux gens, on peut explorer l'espace fonctionnel du réseau du langage différemment. Et donc, on peut comme ça obtenir des superpositions avec des réseaux hallucinatoires très variables, avec des sous-parties du réseau hallucinatoire différentes selon ce qu'on va faire subvocaliser. Et donc, l'idée, c'est pas simplement d'entraîner les gens à subvocaliser, c'est aussi de trouver ce qui leur permet de maximiser l'effet sur le réseau hallucinatoire. Et donc, il y a aussi l'idée qu'on va aller sélectionner des stratégies de coping qui pourront être réutilisées ensuite en dehors de l'IRM, mais qu'on a besoin à un moment de ce feedback qui est basé sur un signal neurophysiologique. C'est pas juste un entraînement à la technique, mais il nous faut le feedback physiologique pour réellement s'assurer que en fait, on agit sur le réseau hallucinatoire en même temps. Donc ça, c'est, je pense, ce qui fait l'atout. Alors, bien sûr, c'est très lourd, hein, comme procédure. Donc, probablement qu'on va, à un moment ou à un autre, trouver des stratégies beaucoup plus portables, fonctionnelles, beaucoup plus simples d'utilisation. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment là sur la preuve de concept. Parce que si ça marche, c'est intéressant, mais on sait que c'est pas non plus des procédures aussi lourdes qui sont l'avenir de la thérapie des patients. Mais c'est quand même une preuve de concept importante dans notre façon d'appréhender le traitement et notamment les techniques de réhabilitation. Merci. Merci beaucoup. On avait une question aussi de Pauline Favre. Oui, bonjour, merci beaucoup Renaud, c'est vraiment passionnant tout ça. J'ai une petite question, une précision plutôt. En fait, quand tu dis que c'est pas nécessaire que les patients soient en train d'halluciner pour faire le neurofeedback, en fait, ma question est en deux parties. C'est d'une part, s'ils hallucinent pas, comment ils peuvent s'éloigner du réseau hallucinatoire? Et l'autre question que j'avais, c'est est-ce que concrètement, enfin techniquement, tu penses remettre à jour l'algo à chaque session pour prendre en compte les progrès des patients? Et si oui, à quelle finalité tu t'attends? Est-ce qu'au final, après, ils sont censés ne plus avoir d'épisodes hallucinatoires et on est censé ne plus détecter le réseau hallucinatoire lorsqu'on fait du décoding au repos chez ces patients, par exemple? En fait, donc, ce qu'on fait, c'est quand je dis que les patients n'auront pas forcément besoin d'halluciner pendant les sessions, c'est parce qu'en fait, on a donc on a un double décodeur, en fait, un décodeur qui va aller dans deux directions différentes. D'un côté, un décodeur pour les hallucinations qui va avoir une certaine performance, et de l'autre côté, un décodeur qui est propre à la stratégie cognitive qui est utilisée et qui va permettre de mesurer la performance, par exemple, de subvocalisation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que la stratégie de subvocalisation permet de diminuer au maximum le décodage hallucinatoire. Donc, le patient n'a pas besoin d'halluciner. En fait, on va juste confronter en fait, les performances des décodeurs. Ce qu'on veut, en fait, c'est simplement s'assurer que
quand ils utilisent cette stratégie de subvocalisation, ils vont s'éloigner au maximum d'un état pathologique qui est décodé par un outil statistique en ligne. Et ça, on peut le mesurer que le patient hallucine ou pas. Hein. Donc, voilà, c'est un petit peu ça la stratégie derrière le calcul du feedback. Et donc, ce qu'on entraîne ici, c'est pas juste le fait de réussir à subvocaliser, c'est de réussir à subvocaliser pour avoir un effet thérapeutique. Mm. Donc, c'est ça l'étape supplémentaire, parce que sinon, on n'aurait pas besoin d'être dans l'IRM pour le faire. Mm. Et d'avoir ce feedback physiologique. Et par rapport à l'autre question, du coup, la deuxième partie de ta question, c'était, Une excuse-moi. fois qu'ils sont bien entraînés, est-ce Oui, qu'on oui. remet à jour l'algo à chaque fois et on s'attend à une non-différence à la fin, en fait? Je sais pas. Alors, donc pendant les sessions, on ne met pas l'algo à jour entre le début et la fin des sessions d'entraînement du sujet dans l'IRM. Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'à la fin de l'essai, on réentraînera tous nos algorithmes et on recalculera la performance entre le début et entre la première session et la dernière session, pour avoir un algorithme qui finalement soit encore plus performant que quand on a commencé et pour s'assurer vraiment qu'il y a eu une amélioration des patients entre le début et la fin. Mais on peut pas le faire on peut pas le faire à chaque nouvel entraînement parce que là, effectivement, on détecterait plus rien au bout d'un moment. Ok. Super, merci. Parfait. Je crois qu'il n'y avait plus de questions. En plus, il est 14h30. Donc, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Et merci encore, Renaud, pour cette très belle présentation. Et donc, on vous Merci dit à vous. à bientôt pour dans un mois pour la prochaine conférence fondamentale.